Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Jean-Louis Piton, je suis un peu régional de l'État aussi, parce que dans le quart sud-est du département, il y a une petite appellation qui s'appelle Luberon, dont je suis issu. Et c'est avec grand plaisir que j'accepte cette invitation, bien que quand même, franchement, pour le président que je suis du conseil permanent de l'INAO, alors je suis à l'INAO actuellement, le poste que j'occupe n'est pas purement viti. Je suis toute filière. Le président du conseil permanent s'occupe de l'ensemble des filières sous signe de qualité en France, dont le bio, dont les labels rouges, dont les AOP viticoles, mais dont aussi les AOC ou AOP, fromagères, laitières, compléments. Et chez Camembert, je connais par exemple, j'ai bien entendu parler. Franchement, venir à un colloque avec l'appellation est morte, vive l'appellation, je me suis dit, ça sent le pilon d'argile qui va se faire un fusil toute la journée. Bon, voilà. C'est à coup sûr accepter d'en prendre un peu plein la gueule pendant une bonne partie de la journée. Assister à une bonne séance d'INAO bashing, mais ça va, on est rodé, ça fait longtemps que ça dure. Et moi, même il y a 25 ans ou 30 ans, quand j'ai commencé ma carrière, je dois dire que je n'ai cessé d'éreinter cette belle maison, que j'ai petit à petit appris à aimer, et vous avez dans vos propos commencé à expliquer pourquoi j'ai appris à aimer, parce qu'une fois qu'on a compris ce qu'il y avait réellement dedans, on comprend la nécessité de l'avoir créé. Donc je suis un peu cinglé, mais j'ai accepté de venir, je me suis préparé à vos questions et à vos réponses. Par contre, je suis désolé, mais je n'avais pas imaginé à l'époque, c'était presque un an maintenant, que la Miss Météo allait nous jouer les tours cette année de façon importante. Elle était très généreuse, mais à nous. Et alors certainement vous n'imaginez pas non plus, mais le président de l'INAO, c'est aussi quelqu'un qui est dans son tracteur, qui est dans ses vignes, qui a la passion pour son vignon. Et donc ce soir, je vais vous quitter en milieu d'après-midi, pas pour aller voir le match de foot, parce que je suis plutôt ovalique que ballon rond, mais parce que je vais devoir passer ma nuit dans mon tracteur à balancer un petit peu de cuivre sur mon vignon pour essayer de contenir la fée mildiou, qui est assez prodige avec sa baguette magique cette année. Alors, de fait, je tenais quand même tout particulièrement à faire l'honneur à l'invitation de vous, amateurs éclairés de vin, puis à l'invitation des gens de Châteauneuf qui sont mes voisins, qui phare de la région viticole de la vallée du Rhône, et qui a donné, il a été cité plein de fois, l'INAO, un de ses brillants fondateurs, le baron Leroy, mais aussi deux talentueux présidents, un du comité national des vins rosés, Jérôme Pio, et l'autre du conseil permanent Congo, Paul Avril, qui sont tous deux des amis et qui, quand ils m'ont accueilli à l'époque dans l'Institut, m'ont appris plein de choses que je ne comprenais pas. Et ils m'ont fait beaucoup de bien, je tenais à leur rendre aussi ce petit hommage. Alors le petit vigneron du Luberon que je suis devait être digne et respectueux de ses glorieux prédécesseurs, parce qu'ils m'ont beaucoup appris. Alors comment en quelques minutes d'introduction, parce que quand j'ai lu le planning, j'ai vu qu'on avait une demi-heure en tout qui avait été réduite en un quart d'heure, il fallait que j'anticipe toutes les questions dans l'introduction qui pourraient être posées dans la journée et déjà faire les réponses aux questions que vous allez probablement me poser. Donc je ne vais pas faire ça parce que sinon je finis à peu près à 12h30 et on ira passer à table, mais personne d'autre n'en aura parlé que moi. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être j'essaierai de répondre en cours de séance. Je vais mourir d'envie de temps en temps de mourir, c'est pas possible que ça se passe pas comme ça. Alors je vais me contenter de vous faire partager quelques-unes des raisons qui m'ont amené à accepter le challenge de prendre cette responsabilité de président du conseil permanent de l'Institut. Ça résulte tout simplement du fruit de mon expérience personnelle acquise au sein de l'Institut et acquise au sein du collectif qui gère l'appellation Luberon. Cette combinaison de choses m'a beaucoup appris, parce que vigneron dans Luberon, j'ai vu en 1986 arriver la consécration par les 3 lettres AOC. Nous étions en fer inconnu, et franchement, comme tout le monde chez Vigneron, j'ai cru que ça y était. Nous allions faire fortune avec le passe magique, nous étions désormais dans le bon train, et c'est du moins ce que nous avons pu comprendre. La suite nous prouva que non, comme dirait Georges Brassens. Membre de la commission d'enquête pour l'Institut dans beaucoup de régions viticoles, membre de la commission d'enquête pour l'Institut dans beaucoup de régions viticoles, j'ai eu à donner des avis sur des modifications de cahier des charges demandées. Et ça, parce que c'est a priori notre principal métier de fabriquer du texte qui devient un jour un décret, ce qui n'est pas un ministre, et de fabriquer des bases juridiques qui constituent le socle des appellations. Mais derrière tout ça, je me suis aperçu qu'on pouvait regarder dessous ou derrière,
comment vivait et comment fonctionnait le collectif qui détient le signe de qualité dont on parle. Alors là, on va parler d'AOC viticole, mais dans les labels rouges, dans tout, voilà. Comment fonctionnait ce collectif. Et j'ai eu là, à cette époque, dans les années 2000, une chance incroyable. René Renoux, président du comité national des vins AOC, m'a confié la présidence d'une commission d'enquête assez prestigieuse à l'Institut, celle qui s'occupe de la région champenoise. Rendez compte, un petit vigneron du Luberon qui venait de débarquer dans la maison, à qui on a donné la mission d'aller expliquer aux champenois comment ils pouvaient améliorer leur pratique et leurs travaux. Alors ils sont gentils, ils sont très polis, ils ont dit que j'ai réussi avec mon talent à les aider. Bah, je veux bien, par contre moi j'ai aussi beaucoup appris chez eux. Et franchement, des collectifs organisés comme la Champagne, j'en connais peu. Et beaucoup de régions viticoles ou autres non viticoles, il faudrait bien s'inspirer de leur talent pour construire ensemble de la valeur, pour la partager et pour la défendre. Bon. Alors qu'ai-je retenu de fondamental de cette double expérience? Que, ça a été déjà cité, que sous les mêmes habits, avec des textes, des règles et des protections similaires, pouvaient coexister, alors on peut dire malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, des ambitions humaines collectives très différentes. Et qui aussi, pour les extrêmes, entre des défricheurs de valeur et constructeurs de notoriété, ou des suceurs de roue. L'exemple de mon appellation quand nous sommes rentrés dans le système, c'était pour moi, de ce que j'ai vécu à l'époque et de ce que j'ai réussi à faire bouger depuis, dans le Luberon, c'est qu'on est passé de suceur de roue à constructeur de valeur pour nous, qui nous appartient et qui ne dépend pas de la valeur créée par d'autres à côté. Voilà, ça coexiste et malheureusement, si c'est le bon mot, on ne sait pas toujours trier dans les projets collectifs. De temps en temps, on laisse accoucher et on permet à des collectifs de monter dans un train dont ils n'ont pas encore acquis toutes les bonnes données. Donc, mais c'est peut-être malgré tout une chance, même si au début ça peut paraître un échec, eh bien, il y a certaines appellations qui démontrent que 20 ans, 10 ans, 25 ans plus tard, de nouveaux vignerons, puisqu'on parle de vin ici, prennent conscience qu'ils sont dans l'erreur et changent de voie et petit à petit se mettent dans une construction normale. C'est l'exemple que je pense qu'on est en train de démontrer dans mon coin. Il y a aussi, dans le même dispositif, qui a été un peu cité aussi tout à l'heure, des grandes appellations très volumiques qui visent des marchés de développement volumique et où la valeur est certaine mais n'est pas le principal objectif et qui coexistent avec le même signe sur des appellations qui se consacrent à des marchés de niche. Tout ça n'est pas forcément toujours très lisible, on le sait, mais c'est le résultat d'une politique publique. Il ne faut pas oublier que de ce modèle qui a été consacré par la Constitution de Guénao il y a plus de 80 ans maintenant, quand l'État a donné à l'Institut des pouvoirs très importants, il nous a aussi donné des missions de regarder comment on pouvait développer ce système et apprendre à d'autres filières agricoles, à d'autres secteurs de la production, d'acquérir cette culture pour que la construction de valeur et l'acceptation de cette valeur par les consommateurs deviennent un outil au service des agriculteurs. Donc tout ça est le résultat d'une politique publique et il faut bien avoir dans la tête. Alors cartésien dans l'âme, à l'époque, j'ai voulu avec d'autres, notamment dans un truc que peut-être vous connaissez encore, qui s'appelle le rapport Berthomont, j'ai voulu apporter avec cette équipe-là ma contribution à la segmentation de l'offre dans le secteur viticole. En même temps, René Renoux, que vous connaissez aussi certainement, avec qui je travaillais, avait fait une proposition. Il dit il faut éclairer ce truc-là, il y a trop de choses au même endroit, il faut segmenter. Or, nous, on avait été assez radicaux, on avait dit les grandes AOC régionales, là, vous allez devenir des 20 pays, qui sont devenus des IGP depuis. Et René, lui, plus finement, certainement, connaissant mieux le secteur dans lequel il évoluait depuis plus d'années que nous, lui a proposé de segmenter par l'AOC d'excellence et l'AOC simple. Bon, toujours est-il que nos propositions sont finies au même endroit, au panier, à peu près en même temps, et que de tout ça, on n'a rien fait. J'ai compris alors combien était puissante la souveraineté
des collectifs qui gèrent les signes. Parce que tout ça, ça s'est passé au sein de l'Institut. Mais qui est le patron au sein de l'Institut? C'est pas l'administration, c'est pas le ministère de l'Agriculture, c'est pas le président du comité national, prenons-nous l'été à l'époque. Ce sont en fait les syndicats viticoles à l'époque, les ODG aujourd'hui, qui in fine ont toujours le dernier mot, que ce soit pour leur propre dénomination, que ce soit pour le collectif. In fine, les ODG, les syndicats viticoles à l'époque ont dit ces réformes, ces modifications de segmentation, on n'en veut pas. Ça s'appelle la démocratie, ça plaît pas, de temps en temps la couche de bonne chose, de temps en temps la couche de moins bonne. Moi je ne porte pas de jugement là-dessus, mais comme certains disent que c'est le moins mauvais des systèmes, il vaut mieux peut-être le garder parce que la démocrature c'est pire. Voilà. Donc, moi ce jour-là j'ai compris la puissance de notre outil qui avait été imaginé il y a 80 ans pour protéger un système qui était attaqué par des fraudes, mais qui ont donné un pouvoir incroyable et exorbitant du droit commun dans ce pays. Non, la clochette, je n'entends pas. Juste, je commence mon propos. Un pouvoir incroyable dans ce pays de donner aux viticulteurs, à l'époque, et puis maintenant à toutes les filières sociales de qualité, quelle que soit leur nature, le pouvoir de dire le bon. Ben, ça, fondamentalement, ça peut être complexe dans le fonctionnement, mais franchement, moi je veux bien qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, alors être géré par Bercy, par je ne sais pas trop quoi, plutôt que par nous-mêmes ou par la rue de la Reine, non. Voilà. Pour moi c'est un point cardinal de l'Institut, et alors il faudra me marcher dessus pour que je l'abandonne, et j'y vais heureusement. Bon. Alors néanmoins, sans capacité de segmenter clairement l'offre d'appellation d'origine, on a quand même petit à petit essayer d'apporter un peu plus de cohérence. Un exemple, j'ai eu la chance lors du dernier mandat, je n'étais pas encore président du conseil permanent, de pouvoir travailler sur ces questions avec mes collègues dans toutes les filières et faire la chasse à un terme que j'aime bien, au suceur de roue, et privilégier les collectifs constructeurs de valeur est devenu aujourd'hui une de nos ambitions prioritaires. Je vais vous le dire. Alors on est rentré on n'est pas rentré directement par la segmentation, on rentre par l'analyse économique des projets. Sachez que l'INAO s'est doté des moyens et que les commissions d'enquête ont désormais l'obligation de nous apporter un éclairage économique sur qu'est-ce que fait ce collectif qui nous demande un nouveau cahier des charges, une modification de ci, une modification de ça. Il est en marche avant, il est en marche arrière, il est en... Voilà. Quelle est leur ambition? Nous nous sommes donné les moyens de regarder ça, de le surveiller et de donner des critères d'appréciation aux comités nationaux pour dire écoutez, ces types-là, ils ont 3 croix, plus, ça va bien parce qu'ils sont en construction de valeur, plus ceux-là, ils sont plutôt suceurs de roue, laissez un peu maturer. Alors, du coup, ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais c'est pas forcément pour une mauvaise cause de prendre un peu de temps. Quand on va lentement parce que les projets ne sont pas mûrs, parce que les collectifs ne sont pas encore matures. Alors, je pense qu'ainsi, nous serons capables d'apporter une réponse efficace à la question de l'hétérogénéité du contenu de notre promesse. Ainsi, j'espère demain que dans l'ensemble des signes, notamment dans les AOC, seront partagés la valeur que chacun doit avoir, chacun de ces signes doit avoir la même ambition, c'est-à-dire de progresser toujours vers plus de valeur perçue par le consommateur, plus de valeur acceptée par le consommateur, et si possible à la méthode champenoise, en sachant répartir cette valeur tout au long de la filière. Alors parmi tant d'autres sujets, ce sera ma conclusion, enfin. Il y en a un qui me tient à cœur et avec lequel je vais conclure. Au sein du bouillonnement du collectif de nos ODG, il existe aujourd'hui des comportements individuels, repérés comme marginaux, j'ai entendu tout à l'heure, qui conduisent parfois à l'exclusion de talents remarquables. Moi, franchement, pour parler poliment, ça me gonfle. Nous n'avons encore pas su ne jamais nous tromper dans le discernement là-dessus entre les fautes répétées pour lesquelles la sanction ne me paraît pas du tout non justifiée et ces nouveautés, ces innovants, ces gens qui apportent quelque chose qui n'existait pas et qui ouvrent d'autres horizons, l'expression de nos terroirs, les facteurs humains, vous en avez parlé, tout en respectant un cahier des charges. Ils sont souvent reconnus par les plus grands prescripteurs,
les restaurants étoilés, les canistes les plus réputés. Nous, on se démerde les foutre, par contre. On se débrouille de les foutre dehors de temps en temps. Je le vois, d'autant plus que je le vois régulièrement, je me fais régulièrement agresser par la presse et grâce à ça. Et puis surtout, je l'ai vécu, pas personnellement, mais je l'ai vécu très proche dans mon appellation, où un vigneron bourguignon talentueux, très fort, qui m'a beaucoup appris quand je l'ai rencontré, je travaillais avec lui pendant de nombreuses années, a finalement quitté l'appellation. Parce qu'on n'arrivait pas à reconnaître que le style de ces produits pouvait correspondre à ce que nous étions capables d'accepter dans cette appellation. Pour moi, c'était une erreur absolue, mais on est capable de faire ça. Et c'est le collectif du coin qui l'a exclu. Voilà. Donc ça, j'ai fait mettre dans ce qu'on appelle le contrat d'objectif et de performance, et qui va nous lier, c'est le contrat qui est entre l'État et l'INAO, qui va gérer les années 2019-2022. J'ai fait mettre cet objectif de trouver des solutions à cette équation malheureuse. Nous avons 4 ans pour améliorer le fonctionnement de l'Institut là-dessus. Parce que franchement, je ne suis pas satisfait quand il nous arrive encore de faire ça. Alors, je finis maintenant mes propos. Je tenais quand même à dire, surtout à vous, regardez dans les nouveaux projets de PAC à l'horizon 2020-2021 ce que la Commission européenne vient de nous pondre. Elle propose que les facteurs humains disparaissent de la définition du terroir. Il n'y a pas grand-chose dans le texte qui concerne nos signes de qualité, et les appellations en particulier, mais il y a ça. Okay, donc il va falloir la guerre à tous les étages, parce que moi, du normatif sans facteur humain, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, mais ça revient par la fenêtre. On avait réussi à Louis le faire accepter, mais ça revient par la réglementation communautaire qui pourrait peut-être évoluer en la matière. Bon, il va y avoir un combat, on va le gagner, mais il faut, si on ne le mène pas, on ne le gagne pas. Je tenais à vous dire aussi, parce qu'on en avait parlé, comme ça je commence à répondre aux questions, qu'en matière environnementale et de promesses environnementales, parce que les consommateurs en ont besoin, Marcel Guigal était membre du comité national à cette époque. Il y a un peu plus de 20 ans, nous avions demandé au comité national ce qu'on puisse introduire dans le cahier des charges la possibilité d'avoir des mesures environnementales. Il a fallu 18 ans pour que l'État français l'accepte. C'est pas l'INAO qui va lentement, des fois. C'est parce que l'État considérait qu'il y avait 2 politiques publiques, celle des signes de qualité d'un côté et celle de l'environnement de l'autre, qu'elles ne pouvaient se superposer dans un même texte réglementaire. Moi, je ne suis pas l'État, j'en sais rien pourquoi ils ont dit ça. Je dis que ça devait être possible parce que 18 ans après, ils l'ont accepté et que depuis 2 ans, on a le droit de le faire et on s'y est employé. Quant à la réactivité, c'est un combat de tous les jours. Donc, qu'on soit capable d'aller vite, oui, on sait faire des choses extrêmement rapides. De temps en temps, ça n'avance pas parce que le dossier n'est pas bon. Il faut savoir le dire. Quand ça n'avance pas, il y a des grands sages dans les comités nationaux qui savent repérer des trucs où effectivement le collectif n'est pas homogène, où les gens ne sont pas d'accord entre eux, où la modification va faire beaucoup d'opposition et on va se retrouver avec une appellation en guerre interne. Et de temps en temps, sur ces dossiers-là, forcément, on est blanc. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, M. le Président.